Ravie d'être là ce soir avec toi pour une interview, donc pour te présenter dans le cadre de notre chaîne YouTube. Nous t'avons rencontré lors d'une soirée avec notre amie commune, Christine Bach, et à l'époque tu sortais Réenchanter l'Occident. Donc je suis allée me le procurer, et quand je l'ai lu, ça a été une révélation parce que ça a résonné complètement avec ce que nous tentions d'écrire à l'époque, parce qu'on était en train d'écrire notre livre La revanche du cerveau droit. Donc c'est avec un grand plaisir que tu figures parmi les 40 esprits libres et visionnaires qui enrichissent notre propos. Donc dans Réenchanter l'Occident, donc tu dis que la Méditerranée est le berceau d'un héritage antique, que ce soit sur le versant oriental ou occidental, qui recèle des trésors qui nous permettraient aujourd'hui de guérir les souffrances de l'âme occidentale. Pas qu'occidentale, les souffrances de l'âme du monde, on pourrait dire. L'âme du monde. Et tu nous plonges dans l'univers des mythes, et en mettant en exergue en fait 5 divinités qui ont un rapport avec la mer, avec le poisson. Donc il y a Osiris, Dionysos, Apollon, Orphée et le Christ. Voilà, donc c'est passionnant. Et donc on voudrait savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ces divinités. Précisément, tu viens de le dire, parce qu'elles sont liées au poisson et parce qu'elles sont toutes, à un moment ou à un autre, liées à des processus de mort, de douleur, de souffrance et de résurrection. Par exemple, Osiris, il va être coupé en 14 morceaux par son frère jaloux qui s'appelle Seth, et qui a dispersé ces morceaux dans le Nil, que la déesse Isis, qui est à la fois sa sœur et son épouse, tout à fait éplorée, va parcourir les étendues du Nil pour le retrouver. Et puis elle va réassembler ces morceaux, il y en a 13. Le 14e morceau a été avalé, mais c'est embêtant parce que c'est son phallus, c'est son pénis. Il a été avalé par une tanche du Nil. Et elle va sculpter ce pénis en argile, donc en limon fertile du Nil, s'accoupler une dernière fois avec lui, et ils enfanteront comme ça Osiris, qui deviendra le père de tous les pharaons. Bon, mais c'est pareil, Dionysos, il naît sous la vindicte d'Héra. Les titans, dans une première version, le poursuivent pour le couper en morceaux. Il est déchiqueté. Dans une autre version, il est tué, coupé en morceaux, et Zeus, qui est son père, va le placer dans sa cuisse pour lui permettre de terminer sa gestation et le faire naître. Et toute sa vie d'enfant, d'adolescent, il est à moitié fou, bisexuel, borderline, on pourrait dire dans un langage psychologique. Et ça n'est qu'après un certain nombre de grands voyages, de fêtes et de crimes qu'il finit par se rendre, on pourrait dire, à la grande déesse, qui va en faire un initié. Et à partir de ce moment-là, on pourrait dire que tous ces morceaux se recomposent et il devient véritablement un être divin. Apollon, lui aussi, il est extrêmement menacé, parce qu'au départ, lui-même et sa sœur Artémis sont poursuivis par l'horrible serpent Python, qui veut dire la pourrissante en grec, et qui menaçait Léto, leur mère, qui pendant ce temps, pendant toute sa gestation, fuyait. Donc le résultat, pour être très succinct, c'est qu'Apollon, toute sa vie, alors que c'est le plus beau des dieux de l'Olympe, mais toute sa vie, il aura des problèmes amoureux. Ça ne marche jamais, que ce soit d'un jeune homme dont il était pris ou d'une jeune fille, hein, d'une nymphe, d'une autre divinité, ça échoue piteusement. Ou alors tout d'un coup, il est trop fort, il prend un caillou, il le lance comme on le fait pendant les jeux du cirque, etc. Mais ça revient en boomerang et ça tue son préféré. Donc il a vraiment le problème de tous les êtres qui ont été traumatisés, blessés d'une façon
très archaïques, très enfantines, et qui toute leur vie durant peuvent être aussi beaux, aussi doués, aussi fastueux qu'on peut l'imaginer, mais en réalité ils gardent à l'intérieur d'eux une blessure fondamentale qui souvent justement imprime à leur vie un besoin d'évolution que chez les Jungiens on appelle l'individuation. Et puis pour terminer sur le Christ, comme on sait, il est l'exemple d'un héros qui quand même est une image depuis 2000 ans qui a imprégné plusieurs milliards d'humains. Et c'est à travers les supplices qu'il a endurés d'une manière pleine d'objectivité, disons que cet homme qui au départ est quand même un être humain, une divinité si on l'accepte, mais un être humain va se transformer au moment de sa mise en croix et de sa résurrection en véritablement l'être divin que tous les êtres portent à l'intérieur d'eux sans le savoir. Marie-Laure, vous êtes une psychanalyste jungienne. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi en France Jung est finalement pas très connu? Alors on sent qu'aujourd'hui il y a des balbutiements, qu'il commence à y avoir un engouement, mais comment ça se fait en fait? En France c'est simple, on est quand même de tradition rationaliste. On est hyper content des Lumières, de la Révolution française, et on a une espèce de tradition de mentalisation, alors que quand même sur le plan de la personnalité, on pourrait dire le Français, la Française est plutôt un être qui passe sa vie à grogner, à faire des grèves, à s'exprimer sur un plan quand même latin, affectif, etc. Mais ils ont une espèce comme ça de fierté de leur capacité de clarté mentale. Or, en réalité, maintenant, Jung est extrêmement connu. Quand on fait des congrès internationaux, on est maintenant des milliers à venir à ces congrès internationaux, aussi bien aux États-Unis que dans les pays asiatiques, où ça a énormément de succès. Et puis quand même, en France, on s'y met tardivement. Par exemple, Frédéric Lenoir vient de publier son Jung, après Spinoza, qui est une très belle œuvre de vulgarisation, je dirais de vulgarisation au meilleur sens du terme, après justement son Spinoza qui était aussi une réussite. Et ça marche très bien. En réalité, on est en train quand même de passer, je trouve, à un stade où de plus en plus, grâce à l'épanouissement du cerveau droit, vous diriez, toutes les deux, qu'il y a quelque chose justement de ce rapport à l'inconscient qui demande que le cerveau gauche se mette un peu en veilleuse, qui s'épanouit de plus en plus. Pour revenir à Jung, donc ce qui le différencie un petit peu de Freud par rapport au processus analytique, donc il a mis en place donc ce fameux processus d'individuation. J'aimerais bien que tu nous l'expliques là pour nos auditeurs. Il ne l'a pas mis en place, il a vu chez ses analysants, ses patients, qui étaient de temps en temps complètement à l'ouest, puisqu'il a aussi beaucoup soigné de psychotiques au départ de son existence, ce que Freud ne faisait pas, puisque Freud n'était pas psychiatre. Mais il faut aussi dire à leur décharge, moi je considère que les théories psychanalytiques, c'est comme des poupées russes, elles ne s'opposent pas, elles ne se combattent pas, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et entre Freud et Jung, il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, quand Freud publie l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, c'est en 1900. Et Jung, en fait, toute sa carrière va commencer à partir des années 1915, 1920, et puis après, jusqu'à sa mort en 1961. Donc en réalité, ce que Freud a étudié, Jung l'a repris par la suite, mais ce qui les a opposés, franchement, c'était l'idée pour Jung que le spirituel, la spiritualité, c'est un instinct prédominant chez les humains. Ça n'est pas quelque chose qui se crée ou qui ne se crée pas par refoulement ou par sublimation comme le pensait Freud. Et donc ce que Jung voit d'abord avec ses patients psychotiques et puis ensuite avec des gens très bien, dont des gens extrêmement connus du monde entier, en tout cas beaucoup des États-Unis, c'est que au fil d'une analyse, une fois que les symptômes commencent plus ou moins à être guéris, il y a toute une démarche, on pourrait dire initiatique, qui commence à partir du rapport entre le sujet et son inconscient, qui va suivre un certain nombre d'étapes.
et qui vise au fond à lui donner un sens profond de l'existence, là où dans nos civilisations actuelles, ce qui nous manque beaucoup en Europe et en Occident, c'est la fonction du sens. Et au fond, vers 40 ans, en fait, il y a beaucoup de gens, hommes et femmes, qui actuellement demandent à suivre une analyse, non pas parce qu'ils ont des symptômes de type corporel ou compliqués, mais parce qu'ils se sentent dans une sorte de dépression existentielle, même dans des vies réussies, précisément et très souvent avec des vies, on pourrait dire, horizontales déjà très réussies, mais il leur manque de savoir où ils vont, pourquoi ils y vont. Et très souvent, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, débute ce que Jung a appelé processus d'individuation, parce qu'en latin, individuum, l'individu, c'est quelque chose qui ne peut pas être coupé en morceaux, c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé. Donc au fond, pour résumer, quelqu'un va rentrer en analyse en pièces détachées, et progressivement va s'apercevoir que c'est différent, complexe, et différentes difficultés, problématiques, voire transgénérationnelles aussi, s'agglomèrent les unes aux autres et vont forger un individu, une personne qui est unique. Et cerise sur le gâteau, pendant ce temps-là, progressivement, on acquiert le sens de son existence, de sa singularité, fût-ce à travers des épreuves qui de temps en temps peuvent être très dures, mais en sous-main, en sous-bassement, on va quand même constituer progressivement un socle de la personnalité, un petit peu comme un arbre qui, à mesure qu'il a des branches qui poussent, a aussi ses racines qui s'enfoncent dans le sol de plus en plus profondément. S'il n'y a pas de racines dans le sol, à la première tempête, évidemment, l'arbre va s'abattre. Et c'est tout à fait ça, le processus d'individuation, c'est on va pousser dans la terre des racines qui vont contrebalancer, disons, la partie visible de l'individu. Et si ces personnes de 45 ans, justement, on va dire, qui sont en morceaux, ne font pas d'analyse, comment ils s'en sortent dans leur processus d'individuation? Tu veux dire s'ils ne font rien? S'ils font rien, ben, ils ne sont pas dans la processus d'individuation. D'accord, donc ils n'atteindront jamais le Graal. Mais ils ne le cherchent pas non plus. Tu as quand même beaucoup de gens, statistiquement, ça se voit bien dans votre livre, statistiquement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas encore concernés par ce type d'évolution. Je ne veux surtout pas mettre tout le monde en analyse. Toutes les voies de sagesse sont allées dans le même sens. Toutes les voies de sagesse extrême-orientales, asiatiques ou occidentales ont cherché à mettre ensemble des gens qui se sentaient en morceaux. Il est tout à fait normal, à un certain âge, quand on est jeune, de sentir qu'il y a des morceaux qui se contredisent un peu les uns les autres dans notre psyché ou dans nos vies, et progressivement d'essayer de les unifier. Mais il faut quand même pour ça suivre un certain type de voie. Et ce que Jung remarquait quand il avait une soixantaine d'années, c'est qu'en Europe, en tout cas dans le monde occidental, il n'y a plus de voie réelle et sérieuse initiatique. Alors des trucs, disons, entre New Age et le Baba Cool foireux, pour le dire comme ça, comme vous savez maintenant à notre époque, il y en a des centaines. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça fonctionne. Et, alors Jung, en fait, faisait le parallèle entre le processus d'individuation et l'éveil de conscience. Oui, l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. Au sens où la conscience n'est pas une conscience mentale, au sens où la conscience, dans ce cas-là, devient un aller-retour permanent entre la vie intérieure et soi-même. Un aller-retour entre les différentes fonctions de la personnalité, les différents dons de la personnalité, ce que vous appelleriez, vous, le cerveau gauche et le cerveau droit, qu'encore une fois, il ne faut pas prendre sur un plan strictement biologique, c'est aussi une grande métaphore que vous avez trouvée sur le plan psychologique et spirituel, et qui me semble convenir extrêmement bien à tout ce qui se passe actuellement sur le plan personnel comme sur le plan collectif, hein, c'est sûr. Et donc toi, tu penses vraiment qu'on peut arriver à concilier le côté Apollon avec Dionysos? Enfin, c'est parce que si on dit qu'Apollon c'est plutôt le cerveau gauche et Dionysos le cerveau droit, c'est vraiment, il y a possibilité de... De toute façon, ils sont frères, Apollon et Dionysos, ils sont liés intimement, puisqu'à Delphes, quand il commence à faire froid, Dionysos arrive,
Apollon est le dieu du soleil, il part en vacances aux îles Fortunées et il va laisser son palais pendant les mois d'hiver à Dionysos qui est tout bouillant et qui peut réchauffer tout ça tout à fait tranquillement. Mais il faut se souvenir aussi qu'Apollon c'est le dieu de la musique. Et donc c'est un cerveau gauche qui n'est pas que rationnel, mais les Grecs anciens disaient que le problème avec Apollon et sa musique, c'est qu'elle était tellement magnifiquement symphonique que ça ne rendait pas amoureux. Ça apaisait, mais ça ne rendait pas amoureux. Alors qu'évidemment, on pourrait dire les sambas et les sistres déchaînés de Dionysos, au contraire, réveillent, mettent en état de transe ses bacchants et ses bacchantes. Alors, dans ton livre, en fait, tu dis que c'est Dionysos, en fait, qui a le mieux réussi, enfin, qui symbolise le processus d'individuation le plus réussi. De ces 5 dieux? Oui. Bah non, parce que le Christ, en ressuscitant, quand même, il a fait très fort. Peut-être par rapport aux autres, oui. Plutôt par rapport aux autres dieux, enfin aux dieux grecs. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que le Christ, ce qu'on oublie souvent, il est le confluent entre la philosophie juive et la philosophie grecque. Et on le prend, puisque le Nouveau Testament, c'est à la suite de l'Ancien Testament, chronologiquement parlant, on oublie à quel point le Christ, en réalité, pendant des centaines d'années, au départ de la chrétienté, a été vénéré comme un héros solaire et comme un descendant d'Apollon, en quelque sorte. Il est d'ailleurs représenté dans les 4 premiers siècles après Jésus-Christ, beaucoup plus avec une tête d'Apollon comme un ressuscité, avec une crinière solaire. On voit ça très bien dans les mosaïques, par exemple, en Sicile, et pas du tout sous sa forme, ou beaucoup moins sous sa forme de crucifié, ou sa forme doloriste. Ça vient de quelle époque, la forme doloriste, justement? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est nous, on a, dans nos, disons, éducations chrétiennes, on a beaucoup souffert du 19e siècle. Saint-Sulpicien, par exemple, qui était particulièrement doloriste. Le 18e ne l'était pas trop. Le Moyen-Âge, en fait, bien entendu, les gens ont peur d'aller en enfer et l'Église, à ce moment-là, y compris avec l'Inquisition, a une forte capacité à la fois pédagogique et répressive. Mais le côté franchement doloriste, c'est quand même le 19e siècle. Et je ne compte pas le nombre de garçons, de filles jeunes et d'êtres adultes en analyse que j'ai eu qui souffraient en réalité d'une culpabilité effroyable, insufflée par une éducation chrétienne qui les avait vissés et qui avait totalement réprimé leurs instincts les plus sains, quoi, honnêtement. Et aujourd'hui, dans la période de chaos qu'on vit, est-ce que tu penses qu'il y en a de plus en plus qui prennent ce chemin initiatique de l'individuation ou c'est une vue d'esprit? Je pense qu'il y en a de plus en plus. D'abord, je ne pense pas qu'on soit dans une période de chaos à ce point-là, parce qu'il faut aussi aller dans des pays où règnent des révolutions et le chaos pour qu'on se rende compte que quand même on vit dans des états très protégés. On vit plus dans des inquiétudes et dans des états d'angoisse, évidemment liés au changement et aux révolutions climatiques, écologiques, politiques, économiques qui nous attendent forcément. Plus dans un sens de réflexion angoissée d'ailleurs que d'état de chaos. Mais de ce fait, c'est un fait que ça fait 35 ans que je suis analyste, et je vois de plus en plus de gens, et de plus en plus de gens jeunes, passionnés par l'idée d'une évolution intérieure qui les amènerait vers une forme d'éveil. Et ça, et de plus en plus d'hommes aussi, ce qui n'existait pas il y a 35 ans, ou peu. Il y a 35 ans, il y a 30 ans, disons, les gens, au bout d'une certaine période analytique, découvraient eux-mêmes qu'il y avait des choses à travers leurs rêves et leur prise de conscience qui les amenaient à quelque chose de plus en plus profond et de plus en plus éveillé, on peut dire ça comme ça, c'est un très bon mot. Mais maintenant, avec l'immense aussi effet des réseaux sociaux qui ne sont pas que violents et négatifs, il y en a aussi des magnifiques et des fils de discussion sur Internet à travers des milliers de personnes qui montrent des gens de partout dans le monde, en analyse ou pas, thérapeute ou pas, souvent pas d'ailleurs, qui sont passionnés par cette idée d'éveil. On a un fil par exemple sur Internet qui s'appelle C.J. Jung and the Creative Bridge,
donc CG Jung et le Pont Créatif. Et actuellement, on est à peu près 150 000 adhérents. Et quand j'ai publié mon livre il y a 2 ans, on n'était encore que 100 000. Donc ça ne veut pas dire que ces 100 000 adhérents bavardent sans arrêt tous ensemble, mais on voit à quel point dans tous ces pays du monde, les gens se connectent ensemble et essayent de communiquer d'une manière réfléchie, créative, en se posant des questions qui sont vraiment des questions de fond, de grandes questions philosophiques en même temps. Alors ça, pour moi, c'est une immense promesse de créativité, y compris, et d'éveil, y compris chez les générations qui sont plus jeunes. Et pour nous, c'est la revanche du cerveau droit. Tout à fait. C'est très optimiste.